Nicolas Pulluel, on dit Pulluel, non? C'est ça, En mode breton. breton. Un nom qui sent le beurre salé. Alors, je m'appelle Nicolas Pulluel, donc j'ai bientôt 53 ans. Je suis à La Réunion depuis 10 ans bientôt, originaire de Bretagne, comme l'indique mon nom. Et voilà, depuis 10 ans, installé probablement pour longtemps, voire pour toujours à La Réunion, qui est une terre qui m'a accueilli et qui m'a beaucoup inspiré, puisque aujourd'hui on va parler de livres et c'est quelque chose qui est né dans ma vie, je pense, grâce à ma venue ici. C'est quelque chose de pas très drôle à la base, puisque c'est un sujet qui était en train de me ronger depuis des années. C'est ça qui a généré l'urgence d'écrire, puisque ça a été presque vital au départ. Étant donné que mon premier livre, c'est Mon petit loup, qui est un livre qui traite des violences sexuelles faites aux enfants et de la stratégie que les victimes mettent en place pour survivre, tout simplement. Et donc c'est ça qui m'a amené à l'écriture, parce qu'il a fallu à un moment donné voilà, que j'expulse tout ce que j'avais, toutes ces décennies de vie, de silence que j'avais vécu avec pas mal de difficultés, même si en apparence tout semblait correct. En réalité, à l'intérieur, c'était un sacré bordel. Et du coup, j'ai écrit là-dessus, mais pour écrire, ben, il a fallu que je me documente, que je m'équipe, que je m'entoure en gros de toute la sémantique qui entoure le sujet des violences sexuelles, puisque moi j'étais enfermé dans mon truc depuis plus de 40 ans, mais sans imaginer que c'était aussi répandu, aussi grave. Et en me documentant sur le sujet, j'ai donc fait beaucoup de recherches et j'ai eu à découvrir qu'en fait on était très très nombreux, que les stratégies de survie étaient très variables, que les décès aussi étaient très nombreux. Mais toujours est-il que je me suis pas contenté d'écrire que sur mon histoire, qui est tristement banale, mais j'ai voulu en fait évoquer d'autres stratégies de survie. Mais voilà, j'ai pu remarquer qu'il y avait l'amnésie traumatique, qu'il y avait le déni, qu'il y avait le fait de reproduire, enfin tout un tas de choses qui pouvaient découler de ce type de violence. Et j'ai voulu faire un espèce de tour à 360 de ce fléau. Voilà, ce qui a été mon premier livre, Mon petit loup. Voilà. Bah, j'en ai maintenant, oui. J'en avais pas au départ. Je suis allé vraiment à tâtons. Mais rapidement, en fait, comme je suis quelqu'un d'assez rigoureux, rapidement, je me suis mis en place des sortes d'habitudes, effectivement, comme vous dites. Déjà d'avoir un carnet pour noter systématiquement toutes les idées qui me venaient, toutes les tournures de phrases qui me plaisaient, les manières d'imager en fait des choses. Donc tout ça, je le notais. Je notais sans savoir vraiment ce que j'allais en faire. Et c'est ce que j'ai continué à faire et maintenant de manière un peu plus structurée, puisque je fais aussi des recherches plus poussées sur les bouquins, le dernier bouquin que je suis en train d'écrire. Et en l'occurrence, le dernier qui va sortir, ça traite des enfants de la Creuse autour d'une enquête de généalogie successorale. Il s'appelle Mission Saphir. Donc je me suis documenté à fond et j'ai tenu à ce que tout ce que j'allais écrire en fait soit juste. Alors la Creuse, c'est vraiment je peux presque dire que c'était un hasard. Déjà, le thème, moi, m'intéresse et ça touche à l'enfance blessée. C'est quelque chose qui me touche forcément. Mais dans mon histoire, en fait, je suis parti d'un personnage que j'ai connu dans mon enfance, qui était un vagabond, qui est décédé. Et j'ai voulu partir de ce personnage-là en imaginant sa vie, que j'ai jamais connue au final. Et j'ai imaginé que il allait décéder avec toute une fortune, en fait, au final, que personne ne pouvait imaginer, et qu'un généalogie successorale prenait en main l'enquête pour retrouver des ayants droit de cet héritage qui n'avait pas de succession attribuée. Et au fur et à mesure, je voulais parler de la Bretagne, je voulais parler de la Réunion. Et au fur et à mesure, en fait, c'est ce qui m'arrive maintenant quand j'écris, c'est que c'est mes personnages finalement qui me guident dans l'histoire. C'est-à-dire que je commence l'histoire, je sais, j'ai une vague idée de ce que je vais raconter, mais c'est en fait le soir, voilà, quand j'ai des moments de solitude, je réfléchis à mes personnages, je les habite complètement
et les idées de récit et voilà, de côté romanesque, ils se créent tout seuls dans mon esprit. Et là, j'ai décidé que j'allais utiliser en fait la carrière militaire de mon père, qui était passé dans les années 70 avec le porte-avions à La Réunion, et je me suis dit que j'allais m'appuyer sur ses archives à lui, pour imaginer que c'était le vécu de cette personne qui était décédée, pour donner un côté vraiment réel à cette histoire, en imaginant qu'il passait par La Réunion, que cette personne-là allait faire une escale à La Réunion, allait avoir un enfant. Et dans le village, il y avait toujours ce bruit qui disait que ce vagabond avait eu un enfant dans les îles. Voilà. Et dans cette île, eh ben, il se trouve que c'était dans ses recherches, il se rend compte que c'était La Réunion. Et voilà, je me disais que dans l'histoire, c'était un peu trop facile si on retrouvait le gamin, il fallait le faire disparaître. Et je me suis dit, bah, c'était de l'occasion de partir sur ce sujet. Et en fait, je me suis dit, mais oui, carrément, en fait, c'est aussi l'occasion d'utiliser ce livre et cette histoire pour remettre encore un coup de projecteur sur cette histoire dramatique. Le sujet, ben, en fait, rapidement, quand j'ai fini d'écrire Mon Petit Loup, il n'était pas encore sorti, qu'il fallait que j'écrive autre chose, puisqu'en fait, j'avais découvert qu'en écrivant les fictions qui composent Mon Petit Loup, parce qu'il y a 3 fictions, j'ai adoré en fait créer des personnages, des situations, et je me suis dit qu'il fallait que je sorte de toute cette problématique de violence sexuelle, parce que c'est déjà dur de les avoir vécues, dur de les vivre au quotidien, mais en plus de tourner au quotidien dans cette problématique, c'est presque dangereux. Donc il a fallu que je sorte rapidement de ça. Et je ne sais pas si j'en suis sorti complètement, mais j'ai voulu, j'ai voulu raconter l'histoire d'un gamin de 20 ans qui pète les plombs, qui était un peu mon cas en fait. Et donc le gamin, il a 20 ans en 1992, ce qui était mon cas, à Brest, ce qui était mon cas. Donc c'est pas mon histoire, mais voilà, j'ai voulu donner à ce personnage des traits de mon caractère. Et quand je disais que ça parlait de schizophrénie, c'est parce que moi, à travers ces 40 ans de silence, je suis passé par tous les stades évidemment, mais j'ai aussi pu réfléchir au fait que j'avais une sorte de schizophrénie, même si c'est pas diagnostiqué du tout, mais je crois que quand on ment à soi-même et à tout le monde sur ce qu'on a vécu et qu'on veut pas raconter la vérité, qu'on est dans des abus de drogue, d'alcool, tout ça, ça génère du mensonge, ça génère des situations qui sont pas notre vraie personne. Donc en fait, moi j'étais tout le temps, pendant 40 ans, j'étais une personne quand j'étais seul, j'étais une personne quand j'étais avec ma femme, une autre quand j'étais en famille, une autre quand j'étais au boulot, une autre quand j'étais sous substance. J'ai eu l'impression d'être plusieurs personnes à la fois, et j'ai voulu en fait, bah, je sais pas, trouver une sorte d'explication à tout ça en écrivant là-dessus. Et ça m'a aidé. Voilà, donc, l'un des derniers livres qui m'a marqué, qui n'est pas le dernier que j'ai lu, mais c'est l'avant-dernier, c'est La 13e heure de Emmanuel Baya-Maktam, qui est, qui est une autrice qui écrit sous deux noms, celui-là, Emmanuel Baya-Maktam, et sous Rebecca Ligueri. Je ne sais jamais lequel est son vrai nom et lequel est le pseudo, mais je crois que j'ai tout lu de ce qu'elle a écrit. Et le premier livre que j'ai lu d'elle, je fais une petite parenthèse, c'était Les garçons de l'été. Et c'est rigolo parce que j'ai lu ça en arrivant à La Réunion sans savoir de quoi parlait ce livre. Et il se trouve que ça parlait de La Réunion et d'un gamin qui s'est bouffé la jambe par un requin et tout ça. Et c'est des bouquins qui sont écrits de façon très, très dure, voilà, il y a pas trop de filtres. C'est une nana qui écrit de façon assez cash. Et là, la 13e heure, c'est l'histoire d'une secte, en fait. D'un gars qui a monté une secte où il n'y a pas spécialement de dérive, mais qui met en avant tout le côté décadent de la société, qui récupère des gens un peu paumés de la vie et qui mélange tous ces gens dans une secte où la fille du gourou est une personne transgenre. Enfin voilà, c'est plein de thèmes complètement barrés de la vie, et j'adore la façon dont elle traite ces sujets-là. Alors, quand j'écris pas, je lis. Et puis, bah, je bosse, et voilà, j'ai l'association Mon Petit Loup qui me prend beaucoup de temps, puisqu'on a monté cette association très rapidement après l'écriture du premier livre, Mon Petit Loup, et que depuis ça, on intervient, on fait de la prévention dans les lycées, les collèges, les facs, à La Réunion, à Mayotte. On a mis en place aussi des programmes d'intervention sous forme de conférences chantées, où on intervient pour parler des violences sexuelles, pour faire de la prévention.
à travers mon témoignage ou d'autres témoignages, mais on ponctue en fait l'intervention par des chansons qui sont issues de la compilation qu'on a sortie l'an dernier, qui est une compilation avec 17 chansons sur la thématique des violences sexuelles. On parle de ces chansons, on les évoque, on les chante. Je dis on, c'est pas moi, mais c'est Prune notamment qui chante les chansons. Et après, on voit avec les jeunes, avec les élèves, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont compris. Ça nous permet de passer des messages et puis de repartir en ayant semé quelques graines. Eh ben ça, c'était rapidement, en fait, quand j'ai écrit mon livre Mon petit loup. Pour ceux qui l'ont lu, ils verront qu'à la fin, enfin, déjà, ça s'appelle Mon petit loup, c'est la chanson de Pierre Perret. La couverture du livre, c'est un Walkman, qui a aussi une signification, qui était le Walkman que mon agresseur m'avait volé quand j'étais au collège, et qui ramène à la musique forcément, et qui fait la couverture et qui est complètement brisé comme je l'avais retrouvé à l'époque. Et toutes les chansons que j'évoque à travers les 5 récits, en fait, sont à la fin sous forme de QR code. C'est-à-dire que le lecteur peut aller écouter toutes les musiques que j'évoque, qui sont des musiques qui ont compté pour moi. Donc la musique, en fait, c'est quelque chose d'essentiel. Mais sur ces 15-20 titres qui sont répartis à travers le livre, en fait, il n'y en a réellement que 2 qui sont des chansons qui évoquent les violences sexuelles. C'est Mon petit loup et L'Aigle noir. Et en réalité, je suis rapidement arrivé à la conclusion qu'il y avait peu d'artistes qui s'attaquaient à ce sujet. Et ce que j'ai fait, comme ça fait 30 ans que je bosse aussi dans la musique, puisque j'organise des concerts depuis longtemps, j'ai managé des groupes, donc j'ai vraiment beaucoup j'ai tout un réseau là-dedans avec des gens avec qui je suis très ami. Et je leur ai demandé carrément, j'ai dit, bah voilà, vous savez écrire sur tout, sur l'amour, sur la rupture, sur la guerre, sur l'amitié, sur la vie, mais écrivez, quoi. Je leur ai dit, s'il vous plaît, écrivez un truc là-dessus, quoi. Et puis, de fil en aiguille, il y a des gens comme JP Nataf, Les Innocents. Bah, lui m'a dit, mais j'ai déjà écrit un truc il y a 20 ans. Ça n'a pas été retenu par la maison de disques. Il dit, je te file la chanson. C'était le premier. Après, il y a eu Polo, mon ami, qui a écrit une chanson qu'il a interprétée avec Catherine Ringer d'Erita Mitsuko. Et puis, il y a les Ogres de Barbac, évidemment, qui ont été de l'aventure dès le départ, puisqu'ils avaient aussi une chanson. La rue Quétanou avait aussi une chanson. Et puis, ils en ont écrit d'autres. Ils ont contacté leurs potes. Il y a Oldelaf qui a écrit une chanson. Il y a Majid Cherfi qui a écrit une chanson. Et puis, Flavia Coelho qui en a chanté une. Et puis Anne Noiro, évidemment, à La Réunion, incontournable. Et puis, voilà, il y a plein de choses qui ont foisonné autour de ça. Mais cette compile, pour moi, c'était carrément une des premières idées que j'ai eues et qui paraissait complètement utopiste. En fait, tout le monde disait, bah, non, enfin, ça va être compliqué. Et en fait, entre le moment où j'ai eu la chanson de JP Nataf et le moment où elle a sorti la compile, il s'est passé à peine un an, quoi. Donc on a sorti 17 titres en un an, qu'on a fait illustrer, commenter. Chaque chanson est commentée par l'interprète ou l'auteur de la chanson. Bah, pareil, c'était en fait, je crois que ça fait partie des symptômes que j'ai, c'est que je suis un peu hyperactif. Donc, quand j'ai une idée et que je pense qu'elle est réalisable, et que je sens qu'il y a du monde pour suivre, et ben on y va, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en février, j'ai été contacté par Gaëlle, qui est une journaliste, et qui m'a dit, bah, moi je fais des ateliers de journalisme dans le milieu scolaire. Et je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être pas mal. On a pas mal de jeunes qui gravitent autour de l'association. Ce serait bien de leur donner cette opportunité-là, d'apprendre à découvrir le journalisme. Et puis en discutant, je me dis, bah, autant appliquer directement. Donc on pourrait faire un petit fanzine. Donc j'imaginais un petit truc de 5-6 pages. Et puis au final, ça, c'est sorti 2 mois après. Et on est à 40 pages sur quelque chose qui était mais fait de manière très professionnelle, que ce soit de la conception jusqu'à je dirais la correction qu'on a pu faire par une professionnelle, et puis la mise en page et l'impression. Donc on a vraiment fait ça comme si c'était des pros, et ce sont des jeunes qui l'ont fait, quoi. Voilà. Alors, avant d'écrire Mon petit loup, c'est une chanson que j'écrivais beaucoup, que j'écoutais beaucoup, pardon. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à l'écouter. Parce que je crois qu'il y a, mais même y compris les chansons de la compile, sont des chansons voilà, que j'ai vécues vraiment de l'intérieur. Et c'est des chansons que j'ai un peu de mal à écouter aujourd'hui. Je pense comme aussi les gens qui écrivent des chansons, qui les interprètent, je pense qu'ils ont du mal à les écouter après.
Mais justement, les chansons, une fois qu'elles sont lancées, après, elles sont faites pour vivre et elles nous appartiennent plus. Mais aujourd'hui, moi, j'écoute beaucoup de chansons françaises, en fait. Beaucoup de gens comme Hubert Félix-Thiéphane, voilà, qui sont des gens qui m'ont accompagné toute ma vie dans la musique, mais voilà, c'est assez varié. Là, je suis sur le festival, j'écoute des gens comme enfin, Zao de Sagazan, voilà, c'est des filles qui ont beaucoup de talent, Pomme. euh, J'aime beaucoup les voix féminines, vraiment, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et je vais pas écouter des trucs forcément très gais, mais je crois que ça entretient une espèce de mélancolie qui est, qui est agréable, je crois, quelque part, quand on l'a choisi en tout cas. Et voilà, mais j'écoute beaucoup de musique, ouais, ouais, tous les jours. Ah bah oui, plusieurs, mais dans les séries, Dexter, alors, Breaking Bad, et voilà, c'est les séries moi que j'adore, que j'ai regardé plusieurs fois. Dexter, je suis en train de regarder enfin, la nouvelle saison qui se passe sous la neige cette fois-ci, on n'est plus à Miami. Mais voilà, c'est le genre d'atmosphère. Moi, j'adore le soir en fait couper quand j'écris pas ou que je lis pas. J'adore être vraiment dans une série et me dire que ça y est, la journée est finie et que je vais me retrouver dans telle atmosphère. Des, des- des lieux comme dans Ozark aussi, la série Ozark, qui sont vraiment des séries où le réalisateur arrive à plonger le téléspectateur dans une atmosphère. Voilà, où on a l'impression vraiment de se mettre dans une bulle et on change complètement d'environnement, quoi. Et c'est le cas avec des trucs comme Breaking Bad où on est vraiment à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. Voilà, ça, je trouve ça génial. Et tout ça, ça m'amène aussi à avoir envie de décrire des lieux, de, de voyager, parce qu'en fait, les livres, c'est ça, hein, c'est une manière de voyager à travers le temps, à travers l'espace, l'histoire. Et c'est pour ça que mon prochain livre, en fait, qui va être la suite de Mission Saphir, toujours une enquête de généalogie successorale, va se passer bon, toujours du côté de Nantes, mais cette fois-ci, ça va partir sur une histoire qui aura à voir avec les bagnes de Cayenne. Voilà, donc voilà, je suis à fond en train de me documenter, de regarder des reportages qui se passent en Guyane. Ah bah, si vous m'avez posé la question avant, je vous aurais parlé de la compile numéro 2. Un secret. Ouais, ouais, j'ai pas vraiment de secret en fait. Je suis pas quelqu'un de secret. Je pense que le seul secret que j'ai eu, je l'ai gardé pendant 40 ans. Et depuis que j'ai raconté ça, il n'y a plus rien y a rien qui me bloque en fait. J'ai plus peur de rien, plus honte de rien en fait. Donc j'ai pas de secret quoi. Je veux dire, les s- plutôt que des secrets, ce serait plutôt oui, des surprises, voilà, avec des événements qui vont avoir lieu, des choses comme ça, ou des artistes qui vont collaborer sur nos projets. Mais secret honteux, non. Si- D'écouter une musique de merde, peut-être. Non. Je pourrais me dire, par exemple, comme secret que j'écoute Patrick Sébastien, mais même pas. Ah, alors, ouais, si, si, mais j'assume complètement, hein. C'est des trucs comme Dave ou des trucs comme ça. J'adore. Vanina, mais j'adore, j'assume. D'ailleurs, dans le Dexter New Blood, là, le dernier, là, il y a une musique qui revient en permanence, c'est Vanina en version anglaise, dans un jukebox, et c'est génial. Voilà. Ah, une question que j'aurais aimé qu'on me pose toute ma vie, c'est comment j'allais, en fait. Voilà. Et qu'on m'a pas posé parce que voilà, on demande souvent aux gens comment tu vas, mais voilà, en fait, on s'en fout de la réponse. Mais j'aurais aimé qu'on me le demande avec une vraie intention que je raconte, parce que je pense que je l'aurais fait. Et quand j'ai parlé les premières fois, on m'a pas demandé non plus comment j'allais pendant plusieurs années après. Et ben ça va, super, je suis bien avec vous là. Ouais, ça va, ça va. Ça va pas bien tous les jours, mais là ça va. Par exemple, je peux vous dire, la semaine dernière, j'ai fait une grosse opération avec l'association où il y a eu conférence de presse, etc., où il a fallu replonger dans tout ça, répondre plusieurs fois par jour aux mêmes questions, etc., comme on a fait aujourd'hui.
Et même si je ressors de là en ayant l'impression d'avoir fait bon boulot, et cetera, inconsciemment, ça me met dans un mode qui est pas top et qui va me bousiller le sommeil pendant plusieurs jours et donc me refragiliser et donc me rendre un peu, bah, dans un état qui est pas top et voilà. Mais c'est un cycle, je veux dire, c'est quand on a vécu, comme j'ai vécu des choses enfant qui sont des choses vraiment dures, heu, mais on est des millions à avoir subi ça, on met des stratégies, en place et on sait que si ça va pas aujourd'hui, bah, voilà, on sait que c'est un cycle, quoi. Ça va durer un jour, 2 jours, parfois plus, mais on sait que ça ira mieux plus tard, quoi. En tout cas, je crois que je peux pas faire plus que ce que j'ai fait, que ce que je fais en ce moment pour aller mieux. Donc, pas le choix, faut que j'aille mieux. Et puis, je veux aussi que d'autres aillent mieux grâce à moi, donc voilà, j'essaye. Eh ben, oui, c'est une chose que je dis souvent quand je fais des interventions, c'est de ne pas faire la bêtise que j'ai pu faire, c'est de ne pas parler. De ne pas parler, pour des raisons qui sont pas des bonnes raisons. De ne pas parler en se disant qu'on ne parle pas pour protéger sa famille, pour ne pas blesser, une personne, pour ne pas envoyer quelqu'un en prison, parce que c'est de ça dont on parle. Heu, voilà, c'est de pas se tromper, en fait. Parce que si on prend ce chemin-là que moi j'ai pris, pour pas protéger une famille quelque part qui, mmh, même si c'est pas intentionnel, ne m'a pas protégé quelque part, heu il n'y a pas de rancœur, hein, dans ce que je dis, mais c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai passé ma vie entière à ne pas parler pour protéger une personne qui, voilà, si je l'avais montré du doigt, eh ben, ça aurait foutu toute la famille en l'air. Donc j'ai réussi à maintenir ce semblant de famille pendant toutes ces décennies. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé, c'était plus la même chose, hein. Et voilà, ce que je peux dire à un enfant qui a vécu ça, c'est parle, raconte. Trouve-toi la personne à qui ça va te faire du bien de le raconter, et puis raconte-le, et parle-en, et n'aie pas honte, quoi. N'aie pas honte.